je suis prête. Ouais. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis Sophie Polo. Je suis directrice de recherche. Donc, en fait, je dirige un laboratoire de recherche à l'Université de Paris. C'est dans le 13e arrondissement, dans un centre de recherche qui s'appelle Épigénétique et destin cellulaire. Et donc, juste pour vous donner une petite idée de mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Donc, en fait, j'ai fait des études scientifiques, mais en fait, ma passion pour la science a émergé déjà, je pense, au collège et au lycée, où je savais que je voulais faire de la biologie d'abord, puis après de la génétique, puis après de la recherche en génétique. Et donc j'ai fait un bac scientifique et après des classes préparatoires en biologie. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'école normale supérieure et de faire une thèse en biologie, thèse que j'ai faite à l'Institut Curie à Paris. Et ensuite, je suis partie après la thèse en stage postdoctoral. Donc ça a duré environ 4 ans. Je suis partie en Angleterre, à Cambridge, dans un centre de recherche qui s'appelle le Gurdon Institute, qui tire son nom de M. John Gurdon, un prix Nobel en biologie. Et donc là, j'ai eu 4 années de recherche très, très enrichissantes, à la suite desquelles je suis revenue en France, revenue d'ailleurs à l'Institut Curie d'abord, pour ensuite obtenir un poste de chargé de recherche à l'INSERM. Et ensuite, j'ai obtenu des financements pour monter ma propre équipe de recherche dans laquelle on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules, surtout quand elles sont exposées à des agents qui créent des dommages dans notre ADN, dans notre information génétique. Donc en fait, j'ai essayé de faire aujourd'hui une présentation assez simple pour des gens qui n'auraient pas forcément de connaissances en biologie. Et n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions, moi je serais ravie d'y répondre. De toute façon, je suis là aujourd'hui d'une part pour partager ma passion pour la recherche et aussi pour vous montrer des choses que vous n'avez sans doute pas l'habitude de voir, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment au cœur de nos cellules. Donc, vous vous demandez peut-être, certains d'entre vous peut-être ne savent pas ce que c'est des cellules, j'en ai jamais rencontré, qu'est-ce que c'est des cellules? Ben, en fait, vous en êtes constitué. Un organisme humain est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Alors évidemment, elles sont beaucoup trop petites pour que vous puissiez les voir, c'est plus petit qu'une tête d'épingle, mais un organisme est constitué d'environ 200 types cellulaires différents, avec donc des cellules intestinales, par exemple ici, les cellules musculaires, d'autres types de cellules dans le cerveau, les cellules pulmonaires, les cellules sanguines, des cellules osseuses. Donc elles sont toutes morphologiquement très différentes, elles ont toutes des fonctions très différentes, parce qu'aller mettre des cellules musculaires là-haut, ça fonctionnera quand même beaucoup moins bien. Donc c'est très important que tous ces types cellulaires aient une fonction qui leur est propre et conservent leur identité pour que l'organisme fonctionne correctement. Et donc si vous faites attention à ces schématisations, ici vous vous rendrez compte que ces cellules sont toutes représentées avec une structure plus ou moins circulaire à l'intérieur, et c'est là que je voudrais vous emmener aujourd'hui. Cette structure circulaire, c'est ce qu'on appelle le noyau des cellules, et c'est en quelque sorte le centre de pilotage des cellules, qui contient, si vous voulez, le mode d'emploi, qui va déterminer l'identité cellulaire. Et donc, en quelque sorte, vous pouvez imaginer que dans le noyau de la cellule, il y a une information qui donne la carte d'identité de la cellule. Donc, par exemple, elle va dire que ces cellules sont des cellules intestinales, alors que ces cellules sont des cellules musculaires.
Donc le type de cellule, la taille de la cellule, sa fonction, son âge, etc. Tout sera enregistré et encodé dans le noyau de la cellule. Et pourquoi ? Parce que le noyau des cellules, en fait, contient une information qu'on appelle l'information génétique. Alors si on regarde de plus près, on se rend compte que le noyau de chaque cellule contient l'information génétique sous forme de 23 paires de chromosomes. Donc ici, ces chromosomes sont représentés, donc classés par taille. La plus grande paire ici et la plus petite ici. La dernière paire, il s'agit des chromosomes sexuels. Donc ici, en regardant l'ensemble de ces chromosomes, je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'une cellule d'une fille. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 chromosomes X, 2 chromosomes identiques dans les chromosomes sexuels, alors que si c'était un garçon, on aurait un X et un chromosome plus petit, un Y. Donc rien qu'en regardant les chromosomes de la cellule, déjà on peut savoir si cette cellule vient d'un organisme mâle ou femelle. Et on peut aussi se rendre compte que c'est une cellule qui est relativement normale parce qu'elle a un ensemble de chromosomes tous de bonne taille, non réarrangés, alors que je vais vous montrer des exemples qui sont complètement réarrangés dans les cellules cancéreuses. Et donc ces chromosomes en fait, sont constitués d'une très très longue molécule qui s'appelle l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, et c'est cette molécule qui porte notre information génétique. Donc en fait, vous pouvez voir ça comme un très très long texte, mais vraiment très très long, puisque c'est constitué de 3 milliards de lettres, des lettres A, T, G ou C, qui sont organisées, comme vous le voyez ici, sur une structure en double hélice. Donc c'est cette longue molécule qui porte notre information génétique. Et si on met bout à bout l'ADN de tous les chromosomes d'une même cellule, on obtient 2 mètres d'ADN. Donc il faut faire rentrer 2 mètres d'ADN dans chaque cellule, sachant que dans l'organisme, il y a 30 000 milliards de cellules. Donc si on fait la multiplication, ça veut dire que dans votre organisme, il y a 60 milliards de kilomètres d'ADN. C'est un petit peu difficile de s'imaginer cette longueur. En fait, ça fait 150 000 fois la distance Terre-Lune. Donc c'est vraiment énorme. Ça pose clairement un problème de place. Et il faut faire rentrer ces 2 mètres d'ADN dans le noyau de cellules qui fait uniquement quelques microns de diamètre. Donc c'est vraiment beaucoup plus petit qu'une tête d'épingle. Et ça revient en fait à faire rentrer 13 km de spaghettis, un bon gros plat de pâtes, dans une balle qui aurait la taille d'une balle de tennis. Donc ça, vous pouvez vous lever tôt le matin pour arriver à le faire. J'ai jamais essayé, mais c'est quasiment impossible. Pourtant, nos cellules, elles y arrivent. Nos cellules arrivent à faire rentrer 2 mètres d'ADN dans leur tout petit noyau de 10 microns de diamètre. Donc comment est-ce possible ? Parce que c'est quand même un degré de compaction très important. Et ceci est possible parce que cet ADN, en fait, dans le noyau de nos cellules, il est représenté ici en bleu, il s'enroule autour de protéines qu'on appelle les histones, qui sont représentées ici en orange. Et il s'enroule plusieurs fois, un peu, vous pouvez imaginer ça comme du fil à coudre qui s'enroule autour d'une bobine. Donc ça permet de prendre moins de place en fait, parce que si vous déroulez toute une bobine de fil à coudre, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir beaucoup de fils. Mais ici, c'est le même principe. Donc on va enrouler l'ADN autour de ces protéines histones, environ 2 fois à chaque fois, et ensuite toutes ces petites bobines vont s'enrouler les unes autour des autres. C'est ce qui permet de compacter de façon assez conséquente ces 2 mètres d'ADN dans un tout petit noyau. Et donc l'ADN, comme il porte l'information génétique, on appelle ça notre génome. Et son organisation autour des protéines histones, on appelle ça l'épigénome. Donc c'est à peu près les seuls termes compliqués que je vais essayer d'employer aujourd'hui. Et donc la séquence de notre ADN, c'est-à-dire la succession de ces lettres A, T, G, C, de ces 3 milliards de lettres, on la connaît depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, puisque en 2001 a été publiée la séquence du génome humain. Alors ça a été un travail énorme qui a mobilisé de nombreux laboratoires parce qu'il fallait quand même séquencer 3 milliards de lettres. Donc les laboratoires se sont partagés le travail et ça a été un travail d'une quinzaine d'années qui a coûté 3 milliards de dollars. Donc ça fait à peu près $1 la lettre. Et bon, aujourd'hui, évidemment, ça prendrait beaucoup moins de temps, juste pour illustrer ce que ça donnerait aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles techniques de séquençage. Le séquençage est automatisé aujourd'hui. Aujourd'hui, séquencer tout un génome humain, ça prendrait environ 1 journée et ça coûterait environ $1000. On s'est considérablement amélioré. Mais ce travail a été essentiel pour connaître tout le texte de notre information génétique. Et alors, ça ressemble à ça.
Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Comment interpréter ce long texte de 3 milliards de lettres? Alors en fait, cette molécule d'ADN et la séquence de lettres qu'elle porte est décodée de la façon suivante. En fait, elle va coder pour des protéines avec comme intermédiaire une molécule qu'on appelle l'ARN messager. Alors l'ARN messager, je pense que sauf si vous avez vécu dans une cave pendant 1 an et demi, vous en avez forcément entendu parler parce que c'est une molécule qui se retrouve dans plusieurs des vaccins contre le Covid, vaccins Pfizer et Moderna. Et donc l'ARN messager, en fait, c'est une molécule que vous allez trouver de façon aussi tout à fait naturelle et en grande quantité dans nos cellules, puisqu'elle sert d'intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Et en fonction des protéines qui seront produites, vous allez obtenir l'identité cellulaire, parce que vous allez produire des protéines qui seront les mêmes dans toutes les cellules, et aussi des protéines qui seront spécifiques d'un type cellulaire. Donc par exemple, des protéines qui aident à la digestion dans l'intestin, les protéines qui aident à la contraction musculaire dans les muscles. Et c'est ça qui va donner la spécificité de chaque type cellulaire. Alors le problème maintenant, c'est que si on regarde toutes les cellules de votre organisme, en fait, elles viennent toutes d'une seule et même cellule au départ, quand vous n'existiez pas encore, que vous étiez dans le ventre de votre maman. C'est ce qu'on appelle la cellule œuf. Et donc l'information génétique qui était présente dans la cellule œuf, elle se retrouve dans toutes les cellules de votre organisme. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué de comprendre comment on va obtenir 200 types cellulaires différents si toutes ces cellules, en fait, ont la même information génétique. Ça veut dire que juste avoir ce long texte, cette information, ça ne suffit pas pour savoir de quel type cellulaire on parle et quelle va être la fonction de la cellule en question. En d'autres termes, l'information génétique qui est portée par votre ADN va être interprétée différemment en fonction du contexte. En fait, toutes les lettres ne vont pas forcément être lues dans toutes les cellules. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir des cellules musculaires, des cellules nerveuses, etc. Et donc, comment cela est-il possible? Donc là, je vais faire une analogie avec la musique. Vous pouvez imaginer que votre génome, donc l'information génétique, cette succession de lettres ATGC, c'est comme les notes d'une partition de musique. D'accord ? Et ici, vous avez le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, en regardant uniquement ces notes, il ne sait pas du tout comment interpréter cette partition. Il va le savoir uniquement quand cette partition sera organisée, donc avec les protéines histones, sous forme d'épigénome. Si vous voulez, l'épigénome va apporter les nuances, le rythme à cette partition, à ces notes de musique, et va permettre au chef d'orchestre de savoir comment lire cette partition. Dans chaque cellule de votre organisme, vous avez le même génome, mais vous avez des épigénomes différents. Donc vos cellules vont toutes interpréter différemment la partition génétique qu'elles contiennent, et c'est ce qui leur permet de développer des identités cellulaires différentes. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de maintenir non seulement l'intégrité de votre information génétique, mais aussi l'intégrité de son organisation sous forme d'épigénome, parce que c'est ça qui gouverne l'identité de chacune de vos cellules. Et il faut savoir que cette organisation, elle n'est pas figée dans le temps, elle est même très dynamique. Et elle est extrêmement sensible à différents agents de votre environnement, c'est-à-dire ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours, mais aussi les différentes toxines et polluants auxquels vous êtes exposés tous les jours, par exemple les résines, les plastiques. Tout ça peut avoir une influence sur votre épigénome parce que ça conduit à des modifications qui vont être apportées sur l'ADN, ici en bleu, et sur les histones, ici en orange. D'accord ? Donc ces modifications vont modifier la partition et du coup peuvent modifier l'identité cellulaire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors il y a des modifications d'identité cellulaire qui peuvent être bénéfiques, mais il y en a aussi qui peuvent être pathologiques. Et donc il faut faire attention à ce qu'on mange et attention aux toxines auxquelles on peut être exposé. Mais dans notre environnement, il y a aussi un certain nombre d'agents qui peuvent générer des lésions directement dans votre ADN, dans votre information génétique. Et je vous en ai représenté toute une série ici. Donc, par exemple, la cigarette, c'est ce qu'on appelle un agent génotoxique, parce que ça va créer des dommages dans votre génome. Les radiographies également, les rayons qui sont émis lors des radiographies peuvent créer des dommages, tout comme les radiations de type nucléaire.
tous les produits chimiques, mais aussi des radiations auxquelles on est exposé naturellement tous les jours, et en particulier aujourd'hui parce qu'il fait beau, on a de la chance, les rayons du soleil. Les rayons du soleil créent des dommages dans votre ADN, c'est pour ça qu'on met de la crème solaire. Mais de façon aussi tout à fait naturelle, parce que vous respirez, et vous êtes bien obligé de respirer pour vivre, eh bien l'oxygène que vous respirez peut avoir des conséquences, créer ce qu'on appelle des dommages oxydatifs dans votre ADN, modifier en fait les lettres de cette information génétique. Et puis des activités tout à fait intrinsèques, naturelles, à l'intérieur de vos cellules, peuvent générer des erreurs, parce qu'on n'est pas parfait. Par exemple, ici, c'est la molécule d'ADN qui est en train de se dupliquer. Et ça arrive très, très fréquemment, quasiment tous les jours. Vous avez des cellules qui se multiplient et donc forcément, votre ADN se duplique. Et bien, à cette occasion, ça peut occasionner des erreurs et vous pouvez perdre certaines de ces lettres A, T, G, C. Et l'activité également métabolique de vos cellules, juste parce qu'elles fonctionnent, elles produisent de l'énergie, peut aussi générer des dommages dans votre ADN. Alors ces dommages sont de différents types. Vous pouvez avoir carrément des cassures de cette double hélice, alors ça c'est très compliqué à réparer, des distorsions, des pontages ou des pertes de certaines de ces lettres. Et en fait, si on prend en compte tous les dommages qui peuvent avoir lieu dans vos cellules, suite à l'exposition à des agents de l'environnement ou à l'activité intrinsèque de vos cellules, on arrive à un chiffre assez inquiétant, parce que c'est une lésion dans l'ADN de chacune de vos cellules toutes les secondes. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à parler, je ne sais pas, ça fait peut-être un quart d'heure, eh ben, vous pouvez compter combien de dommages vous avez accumulés dans votre ADN. C'est assez inquiétant. Alors heureusement, nos cellules sont bien équipées, et elles sont équipées de systèmes qui vont réparer ces dommages pour pouvoir maintenir l'intégrité de notre information génétique. Et donc il y a différents systèmes qui vont s'adresser aux différents types de dommages, qui vont venir les détecter et les réparer. Malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de dommages, ou les dommages sont trop compliqués à réparer. Et ça peut conduire soit à la mort des cellules, soit à une évolution pathologique, une évolution de type cancéreuse, qui s'accompagne en fait d'accumulation d'aberrations et d'erreurs dans votre information génétique. Et donc, à titre d'illustration, si je reviens aux chromosomes que je vous ai montré tout à l'heure dans le noyau de nos cellules, donc les 23 paires de chromosomes, ici vous avez les chromosomes d'une cellule normale. Ils sont bien organisés par paires. Chaque paire de chromosomes a une couleur différente et ils sont classés par taille. À côté, je vous ai mis les chromosomes d'une cellule cancéreuse. Il s'agit en fait ici d'une cellule de cancer du sein. Vous pouvez vous rendre compte que les chromosomes n'ont pas du tout une tête normale ici. Déjà, en général, ils sont beaucoup plus nombreux que 2 dans chaque catégorie. Donc on n'a pas des paires de chromosomes. Ici, on a des chromosomes surnuméraires. Et en plus, quand vous regardez bien, ils n'ont pas tous une seule couleur. C'est en général des patchwork de plusieurs couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit bout d'un chromosome qui est venu se coller sur un petit bout d'un autre chromosome, etc. C'est ce qu'on appelle des aberrations, des réarrangements chromosomiques. Et ça résulte du fait qu'il y a eu des cassures, ou il y a eu des dommages dans l'ADN qui ont été mal réparés et qui occasionnent donc cet assemblage totalement anormal. Et donc vous pouvez vous douter que ça va avoir des conséquences importantes sur l'expression de notre génome, donc les protéines qui vont être produites, et donc l'identité des cellules. C'est pour ça que dans un cancer, en fait, les cellules perdent leur identité, acquièrent une identité pathologique et des propriétés de prolifération anormale ou des capacités de migration qui vont donner, par exemple, ce qu'on appelle les métastases. Donc, une des caractéristiques principales des cellules cancéreuses, c'est d'avoir un génome très, très réarrangé, comme présenté ici. Et donc, le génome n'est pas le seul à être soumis à des altérations. Et nous, ce qui nous intéresse dans mon équipe de recherche, c'est les altérations qui vont affecter l'épigénome, donc l'organisation du génome avec les protéines histones, en réponse aux dommages à l'ADN. Donc, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on les étudie, comment ces altérations, on peut identifier comment les cellules vont les réparer, et s'il y a des altérations qui persistent, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a des conséquences pathologiques? Donc évidemment, pour étudier ça, on n'y va pas comme Sherlock Holmes à la loupe, parce que ce sont des choses beaucoup
beaucoup trop petites pour les observer ainsi. Donc on utilise en général des microscopes assez sophistiqués, je vais vous en présenter quelques exemples. Et donc pour faire nos expériences, on va cultiver des cellules humaines. On va les avoir en culture dans des boîtes, comme présenté ici. Donc là, c'est un incubateur de cellules qu'il y a dans notre laboratoire. Et ce sont des cultures de cellules humaines en général, ou cellules de souris parfois, qui donc poussent dans ces boîtes en plastique, boîtes rondes ici ou dans des flasques, dans un liquide rouge. Alors c'est un liquide nutritif qui leur donne tous les éléments dont elles ont besoin pour pousser, et on les place dans un incubateur à 37 degrés pour qu'elles soient à la température du corps pour proliférer. Et en général, elles prolifèrent, elles se multiplient par 2 toutes les 24 heures environ. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces cellules, non seulement on peut les cultiver, les amplifier, travailler dessus, mais quand on a fini nos expériences, on peut aussi les congeler et les décongeler. Ça, c'est très pratique. Et donc ici, vous avez par exemple ce liquide de culture contenant les cellules qui a été mis dans un petit tube de congélation, ce qu'on appelle un cryotube, et on va conserver ces cellules dans l'azote liquide à moins 196 degrés. On peut les conserver des années et des années comme ça, ensuite les redécongeler, les remettre en culture, les réamplifier. Et on travaille en général beaucoup sur des cellules justement de type cancéreux parce qu'elles prolifèrent beaucoup mieux que les cellules normales. Donc là, je vous montre par exemple donc cette boîte de culture cellulaire qu'on a positionnée sur un microscope. Donc là, vous avez l'objectif du microscope qui arrive par en dessous. Et ce qu'on peut observer, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il s'agit de cellules d'ostéosarcome humain, c'est un cancer de l'os, qui sont observées avec un microscope tout à fait classique dans une de nos pièces de culture cellulaire. Et donc ça ressemble à ça, une culture de cellules. Alors là, il s'agit de cellules qui poussent de façon adhérente, c'est-à-dire qu'elles vont adhérer au fond de la boîte de culture. Et donc chaque petite structure ici, c'est une cellule. Et les structures un peu plus réfringentes que vous voyez ici sont en général les cellules qui se décollent pour se diviser, ou alors les cellules qui sont en train de mourir. Donc là, le problème, c'est quand on regarde ça, si on veut étudier ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, étudier le cœur de la cellule, le noyau, c'est difficile parce que c'est petit, on n'arrive pas bien à distinguer les différentes structures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder l'ADN, regarder les protéines histones. Donc l'avantage, c'est qu'on a des techniques qui nous permettent de marquer ces molécules, de les colorer, si vous voulez. On peut les rendre fluorescentes, en fait. Et c'est ce qui est montré sur cette photo, à gauche. Donc ici, ce sont les noyaux des mêmes cellules que je vous ai présentées juste avant. Donc toujours des cellules d'ostéosarcome humain, mais on a fait une expérience nous permettant de marquer en bleu l'ADN et en rouge les histones dans le noyau de chaque cellule, ce qui donne cette couleur un peu rose-violet. Ce que vous voyez en vert, ce sont les centres dans le noyau qui servent à la production des usines pour faire les protéines, si vous voulez. Donc on a fait un triple marquage dans ces cellules. Et pour voir la fluorescence, là, il faut se mettre sur un microscope spécial qui est représenté ici, un microscope à fluorescence. Donc là, on est bien loin du petit microscope que vous pouvez imaginer. C'est un microscope qui prend à peu près toute une pièce, en fait, qui est sur une table ici anti-vibration pour avoir une image bien stable. Et en général, donc vous voyez ici, vous avez une espèce de grosse boîte noire. On va mettre nos échantillons à l'intérieur. Vous pouvez maintenir l'ensemble à 37 degrés, ce qui vous permet même de regarder des cellules vivantes donc, et voir comment elles évoluent au cours du temps. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire au laboratoire. Donc après, sur ces cellules, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut induire des dommages dans leur ADN, dans leur génome. Donc comment on peut faire ça? On peut faire ça de plusieurs façons différentes. Donc on peut utiliser par exemple des drogues de chimiothérapie qu'on va ajouter directement dans le milieu de culture. Donc ce que vous voyez ici, c'est le bout d'une pipette de précision qui contient donc ce liquide nutritif. Dans ce liquide nutritif, on a dilué une drogue de chimiothérapie, on ajoute ça au milieu de culture des cellules, on remet les cellules en culture. On peut utiliser aussi d'autres techniques plus précises. Comme représenté ici, c'est une technique qui s'appelle la technique des ciseaux moléculaires. Donc ça, c'est très intéressant. C'est en fait, on exprime dans des cellules une protéine qui va venir couper l'ADN sur des séquences bien choisies, parce qu'on peut la guider vers ces séquences. Et donc c'est une technique qui a été développée récemment et qui a en fait été couronnée par le prix Nobel de chimie il y a 2 ans. Donc ça permet de faire des coupures beaucoup plus ciblées, contrairement aux drogues de chimiothérapie qui vont endommager l'ADN un peu partout.
On peut aussi utiliser d'autres techniques. Alors, dans mon laboratoire, on utilise beaucoup des techniques de microscopie, en fait, pour induire des dommages dans notre génome. Alors, c'est un petit peu comme les sabres laser de Star Wars, mais en fait, on est sur un microscope qui est équipé d'un laser, avec lequel on va pouvoir être aussi relativement précis. On va pouvoir aller faire des dommages, donc dans le noyau de nos cellules, à des endroits bien choisis. Et c'est tellement précis qu'en fait, on peut écrire même dans le noyau de nos cellules. Donc ça, c'est mon écriture, en fait, avec le laser. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué, donc là encore, l'ADN, donc notre génome, en bleu. Et en rouge, on a marqué une histone qui est modifiée au site de dommage laser. Donc c'est pour vous montrer le degré de précision de ces outils pour faire des dommages dans notre ADN. Et là encore, c'est toujours un noyau de cellules d'ostéosarcome humain, donc cancer de l'os. Et on a aussi d'autres techniques qui nous permettent de mimer les dommages générés par les rayons du soleil. En fait, puisque je vous le disais tout à l'heure, les rayons du soleil, malheureusement pour nous, même si c'est très agréable de s'exposer au soleil, génèrent de nombreux dommages dans notre ADN. C'est pour ça qu'il faut mettre de la crème solaire, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous bronzez, vous lézardez sur la plage, eh bien 1 ou 2 jours après, les dommages qui ont été générés dans votre ADN par les rayons du soleil ne sont pas encore complètement réparés. Donc ce sont des dommages qui mettent vraiment très très longtemps à être réparés, 24 à 48 heures, d'où l'intérêt de la crème solaire. Et donc nous, on les mime en laboratoire, ces rayons UV, en utilisant une lampe UV, et on irradie nos cellules à travers des petits filtres qu'on pose sur nos cellules et qui sont percés de micropores. Donc c'est comme des mini-passoires, si vous voulez, et les UV vont passer uniquement dans les trous. Donc ça va générer des patchs de dommages dans notre ADN, et c'est ce qui est représenté ici. Donc vous avez ici en vert le noyau d'une de nos cellules avec en jaune une protéine de réparation qui est recrutée au site de dommages UV. Donc on arrive vraiment à visualiser tout ça. On peut visualiser les dommages, visualiser l'ADN, les histones, les protéines de réparation qui viennent pour détecter et réparer les dommages. Et on peut faire ça sur des cellules mortes, si vous voulez, mais aussi sur des cellules vivantes en temps réel. Et donc toutes ces études nous ont permis d'identifier un certain nombre d'altérations dans notre épigénome en réponse à des dommages dans notre génome. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des modifications chimiques qui étaient apportées sur nos protéines histones. Il y a aussi certaines protéines histones qui sont incorporées dans notre épigénome et d'autres qui sont évincées. Donc il y a des changements notables dans l'organisation de notre épigénome lorsqu'on est soumis à ces dommages à l'ADN. Et heureusement, il y a des protéines de réparation qui sont recrutées pour réparer non seulement les dommages sur l'ADN, mais aussi les dommages qui auraient pu être occasionnés dans notre épigénome. Donc là, je vous ai montré comment on étudiait ces altérations, comment dans certains cas elles peuvent être réparées, mais si jamais des altérations de l'épigénome persistent, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va avoir des conséquences pathologiques sur l'identité de nos cellules? Eh bien la réponse est, dans certains cas, oui, des conséquences très graves. Donc je voulais vous montrer un exemple aujourd'hui, un exemple sur lequel on travaille dans mon équipe de recherche. Il s'agit de la production d'histones mutantes dans un certain nombre de cancers, dont certains d'entre eux affectent malheureusement les enfants. Donc, les histones mutantes, représentées ici en bleu, peuvent causer des cancers chez l'homme, cancers qui affectent différents types de tissus. Vous pouvez avoir des cancers du sang, des leucémies, des tumeurs osseuses ou des cancers du cartilage, et aussi des tumeurs cérébrales. Tumeurs cérébrales qui, comme je vous le disais, sont pédiatriques, donc peuvent affecter les enfants. Ce sont des maladies vraiment très très graves. Des maladies qui, quand elles sont diagnostiquées, en général, on ne sait pas encore aujourd'hui les soigner, malheureusement. D'où l'intérêt d'étudier les agents à l'origine de ces maladies, et donc ici, ces histones mutantes. Alors, une histone mutante, c'est quoi? Si vous imaginez que cette histone, c'est un mur de briques orange, ici, une histone, c'est 135 briques de Lego. D'accord? Vous faites un mur de Lego avec 135 briques orange. Vous allez changer une seule de ces 135 briques. Au lieu d'être orange, elle est bleue, d'accord? C'est pas dramatique à la base, j'ai toujours mon mur de briques. Eh bien si, c'est dramatique, parce que dans la cellule, si vous changez une seule de ces briques dans une histone, vous avez des conséquences pathologiques dévastatrices, avec des tumeurs de ce type. Alors ce sont des tumeurs qui, fort heureusement, sont rares, très rares.
donc 1 sur 100 000 environ. Mais comme je vous le disais, au jour d'aujourd'hui, elles sont incurables. Donc évidemment, il y a des thérapies qui sont mises en place avec de la radiothérapie par exemple, de la chimiothérapie. Dans certains cas, ça n'est pas toujours possible, de la chirurgie, parce que vu la localisation de ces tumeurs dans le cerveau et leur nature parfois infiltrante, vous pouvez imaginer ça comme une toile d'araignée dans le cerveau, ce n'est pas possible d'aller retirer ça par chirurgie. Donc on a peu de leviers pour soigner ces maladies. Et donc nous, on a décidé d'étudier ceci au niveau cellulaire pour comprendre comment une histone mutante pouvait générer ce type de pathologie pour essayer de trouver des leviers pour soigner ces maladies. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, grâce au travail de nombreuses équipes qui ont travaillé dans ce domaine, parce que les histones mutantes ont été découvertes il y a maintenant exactement 10 ans, donc les laboratoires ont eu le temps de travailler sur le sujet, mais 10 ans à l'échelle de la recherche, c'est peu. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ces histones mutantes, elles conduisent à des modifications globales de l'épigénome. Donc, même si c'est un tout petit changement dans une seule protéine histone, vous avez des conséquences à l'échelle de l'épigénome entier, de l'expression de votre génome, donc des protéines qui sont produites par vos cellules, et de l'identité cellulaire. Donc vous pouvez imaginer qu'une cellule nerveuse dans le cerveau va changer de carte d'identité et elle va devenir une cellule cancéreuse, une cellule de gliome infiltrant. Donc ça, c'est ce qu'on savait. Et nous, on a décidé donc de travailler sur ce sujet et on s'est rendu compte que ces histones mutantes, non seulement elles conduisent à des modifications globales de l'expression de notre génome, mais aussi, et ça c'est intéressant, à des défauts de réparation des dommages dans l'ADN. Et ça, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que ça représente un maillon faible, si vous voulez, une vulnérabilité, une défaillance dans ces cellules cancéreuses qu'on va pouvoir exploiter à des fins thérapeutiques. Donc évidemment, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui on a une thérapie à proposer à ces enfants qui sont atteints de ces pathologies, mais on a une piste à poursuivre parce qu'on a identifié donc, ces défauts de réparation de dommages à l'ADN dans les cellules qui expriment les histones mutantes. Et donc jusqu'à présent, dans mon équipe, on travaillait sur des cellules isolées en culture, comme je vous l'ai montré jusqu'ici, mais il existe depuis là aussi une dizaine d'années maintenant, ou un peu plus, d'autres modèles qui sont très intéressants pour, par exemple, tester des nouveaux médicaments. Et ce sont des modèles plus complexes que des cellules isolées en culture. Ce sont un peu comme des mini-organes, si vous voulez. Donc les cellules s'organisent comme les organes dans votre organisme. Et c'est ce qu'on appelle les organoïdes. Donc ce sont des nouveaux systèmes modèles qui peuvent même mimer ce qui se passe justement dans le cerveau, puisqu'on peut reconstituer des organoïdes cérébraux en culture. Donc vous allez vous retrouver dans votre boîte de culture avec différents types cellulaires qui sont caractéristiques de ce que vous avez dans votre cerveau, qui s'organisent comme les cellules de votre cerveau et qui se forment, comme vous le voyez ici, en une vingtaine de jours. Donc on peut les avoir en culture et ensuite on peut les marquer, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des marquages fluorescents et les observer au microscope. On peut faire ça avec différents types d'organes, pas seulement le cerveau. On peut faire ça aussi avec les cellules de l'intestin, par exemple, et bien d'autres. Donc là, je vous donne comme exemple des organoïdes intestinaux qui, eux aussi, se forment en quelques jours en culture. On peut les établir à partir de cellules isolées ou à partir de prélèvements tissulaires, ce qu'on appelle des biopsies, ce qu'on peut vous faire quand on vous fait un examen à l'intérieur de l'intestin. Donc une biopsie saine ou malade, c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on va pouvoir reconstituer des organoïdes sains, mais aussi des organoïdes malades, qui vont mimer une pathologie que vous pouvez avoir dans votre organisme. Et donc, sur ces organoïdes malades, on va pouvoir venir tester un certain nombre de médicaments, de thérapies en cours de développement. Et donc, pour illustrer tout le potentiel de ces nouveaux systèmes modèles, les organoïdes, donc on peut les établir pour vraiment différents types d'organes
donc le cerveau, l'intestin, mais aussi l'épithélium pulmonaire, le rein, le foie, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est encore en développement pour certains organoïdes en particulier, comme le cerveau, c'est assez complexe, vous pouvez l'imaginer. Mais ça va être utilisé pour découvrir de nouveaux médicaments, et ça, c'est appliqué directement pour certaines pathologies, comme la mucoviscidose, par exemple. Des tests sont déjà réalisés pour découvrir des nouveaux médicaments dans cette pathologie, pour tester aussi la toxicité de certains médicaments, pour disséquer les mécanismes pathologiques qui sont à l'origine du développement de ces maladies, en comparant par exemple les organoïdes établis à partir de cellules saines et ceux qui sont établis à partir de cellules malades. Et on peut imaginer aussi que dans un futur plus distant, ces organoïdes soient utilisés pour de la médecine régénérative, pour reconstituer des organes ou des parties d'organes défaillantes. Et donc du coup, ce sont ce genre d'outils qu'on commence à développer, comme je vous le disais, dans mon équipe de recherche, parce que la recherche, je voudrais insister sur le fait que c'est un travail d'équipe. Donc là, je suis aujourd'hui devant vous à vous présenter un petit peu nos travaux, mais en fait, je ne travaille pas toute seule, je ne serais pas du tout capable de faire ça toute seule. On travaille en équipe, et donc je voulais juste vous donner une idée de comment est composée une équipe de recherche et comment on travaille. Donc par exemple, là, dans mon équipe, il y a 11 personnes. Il y a 3 étudiants en thèse, ou 3 doctorants, 3 post-doctorants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait une thèse ailleurs, dans un autre laboratoire, et qui ensuite ont rejoint mon laboratoire pour continuer leur recherche. 3 ingénieurs de recherche, donc ça, ce sont des personnes qui en général apportent une aide technique sur certains projets ou contribuent à du développement technologique dans nos centres de recherche. Il y a aussi une chercheuse statutaire qui a un poste fixe au CNRS, et puis donc moi, la directrice de recherche. Et donc ces 11 personnes travaillent ensemble sur 5 projets de recherche différents, tous connectés plus ou moins thématiquement parlant. Outre le fait donc, de travailler dans une équipe, une petite équipe de 11-12 personnes ici, je voulais aussi insister sur le fait que la recherche, c'est un travail extrêmement international et collaboratif. Parce que même si notre équipe de recherche est basée ici en France, on collabore avec des gens partout dans le monde. Et donc là, je vous ai montré, par exemple, sur cette carte du monde, avec des points rouges, nos collaborations en cours pour nos projets de recherche. Donc on a plusieurs laboratoires collaboratifs en Europe, donc certains en France, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, mais aussi plusieurs au Canada et aux États-Unis. Donc il y a une petite douzaine de collaborations en cours. Donc c'est très international, et c'est international aussi si vous regardez dans notre centre de recherche. Donc il y a plusieurs équipes qui travaillent ensemble sur des thématiques proches, et si vous regardez toutes les nationalités qui sont représentées dans notre centre de recherche, alors ça va très très loin, c'est vraiment très international, avec beaucoup d'Européens, mais aussi Canadiens, des gens qui viennent des États-Unis, du Japon, de Russie, de Chine et d'Inde. Donc tout ça, ça veut dire, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que déjà, c'est intéressant de savoir qu'on peut rencontrer des gens qui viennent de partout, mais aussi, surtout, si un jour vous avez envie de travailler dans la recherche, ça veut dire qu'il ne faut quand même pas négliger l'anglais. C'est hyper important de savoir parler anglais pour communiquer avec votre collaborateur, et puis aussi parce que c'est la langue de communication scientifique par excellence. C'est la langue qu'on utilise pour nos communications scientifiques dans des congrès ou pour l'écriture d'articles. Et au-delà de ça, donc au-delà de l'aspect international et collaboratif, la recherche, c'est aussi un travail qui est à l'interface de plusieurs disciplines. Parce qu'aujourd'hui, vous venez pour la conférence en biologie. Et puis moi, je suis chercheuse en biologie, certes. Mais en fait, c'est rarement, strictement parlant, que de la biologie qu'on va faire. C'est plutôt à l'interface, alors dans certains cas, biologie-médecine, surtout dans le cas des projets qui touchent à des pathologies comme le cancer, on va être amené à interagir avec des cliniciens, avec des médecins qui voient des patients, parce que moi je suis directrice de recherche, je ne vois jamais de patients, je n'ai pas une formation médicale, mais je peux travailler avec des médecins ou des médecins-chercheurs qui voient des patients, qui ont donc la connaissance de cette pathologie, qui peuvent aussi avoir des échantillons tumoraux à nous transmettre, sur lesquels nous pouvons ensuite travailler. Donc ça, c'est une interface typique, mais il y a aussi des interfaces biologie-informatique. On utilise beaucoup d'outils informatiques. On va parler du coup, dans notre cas, de bioinformatique, notamment pour analyser les séquences d'ADN, ces longs textes de lettres ATGC dont je vous parlais.
Il y aura aussi des interactions biologie avec chimie physique, par exemple, pour développer des nouvelles versions de molécules pour agir sur nos cellules, par exemple. Et puis des interactions assez fréquentes avec les maths, les statistiques, la modélisation, pour quantifier les phénomènes qu'on observe, pour aussi mieux les comprendre en les modélisant. Donc c'est rarement un travail monothématique, c'est vraiment à l'interface de plusieurs disciplines interdisciplinaires. Et si jamais le travail de recherche, le milieu des laboratoires de recherche est quelque chose qui vous intéresse et qui vous est encore inconnu et que vous avez envie de le découvrir, en fait, il y a plusieurs possibilités. Les possibilités sont d'ailleurs assez nombreuses. Et en fait, j'ai essayé en faisant cette présentation de me mettre un peu à votre place. Parce que je veux dire, quand j'étais au collège, lycée, moi, j'avais aucune idée de ce qu'était le milieu de la recherche. Je veux dire, dans ma famille, les gens ne font pas de recherche. J'avais jamais mis les pieds dans un laboratoire de recherche. Après, on fait des études, on fait des stages, mais c'est bien de pouvoir avoir une idée de à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on y fait avant, pour pouvoir savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et donc, en fait, les occasions de découvrir ce milieu sont nombreuses, et je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas un milieu fermé. C'est un milieu même assez ouvert, et les chercheurs sont toujours très contents de partager leur passion pour la science et la recherche. Donc là, j'ai recensé sur cette diapo que quelques actions. Il y en a sans doute bien d'autres. Donc par exemple, vous avez la fête de la science qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Donc pour cette année, il faudra encore patienter quelques mois. Mais au cours de la fête de la science, vous avez de nombreuses portes ouvertes dans des laboratoires et des ateliers, avec par exemple les visites insolites du CNRS, qui ont été organisées en octobre dernier dans nos laboratoires et qui ont permis, par exemple, à des personnes de venir découvrir les nouveaux modèles organoïdes que je vous ai présentés aujourd'hui. Il y a d'autres actions de type, donc par exemple l'année de la biologie, cette année en fait, enfin 2021-2022, c'est l'année de la biologie au CNRS. Donc ça s'accompagne d'actions qui visent à rapprocher la recherche et l'enseignement secondaire. Donc si vous êtes enseignant du secondaire, vous pouvez directement bénéficier de ces interactions. Et puis si vous êtes au collège ou au lycée, sachez qu'il y a une initiative vraiment très intéressante qui s'appelle les apprentis chercheurs et qui vous permet d'être en immersion dans un laboratoire de recherche, en binôme en fait, un collégien avec un lycéen, qui vont être encadrés par exemple, un ou une doctorante, et réaliser des expériences. Donc ils sont vraiment à la paillasse, ils font des expériences, ils font un mini-projet de recherche qu'ils présentent ensuite lors d'un congrès des apprentis chercheurs. Et une autre possibilité, je vous dis ça parce que régulièrement, chaque année, on accueille des stagiaires de 3e dans nos laboratoires. Donc si vous êtes au collège, sachez que vous pouvez, ou si vous connaissez des gens qui sont en 3e, ils peuvent nous contacter pour venir découvrir ce milieu, ça sera toujours avec plaisir. Et donc pour finir, je voulais juste terminer sur peut-être une question, pourquoi faire de la recherche scientifique? Parce que bon, les connaissances vont très vite, on connaît déjà presque tout. En fait, j'ai utilisé ici l'analogie de l'iceberg. Parce que malgré les progrès énormes qui ont été faits, vous avez vu ça par exemple sur le séquençage, il y a 20 ans, on mettait des années et des années pour séquencer le génome humain, maintenant on ne met plus qu'une journée et ça coûte beaucoup moins cher. Certes, on fait des progrès, mais ça c'est ce qu'on sait. À la frontière, là, c'est ce qu'on croit savoir, parce que souvent on n'est pas très sûr quand même. Et ça, en dessous, toute la partie immergée de l'iceberg, c'est tout ce qu'on ignore. Donc en fait, si vous n'êtes pas sûr de vous engager dans la recherche, sachez qu'il y a encore beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Et donc si vous êtes curieux, si vous aimez vous poser des questions, si vous avez le sens de l'observation, couplé avec une certaine rigueur quand même, je pense que ce métier peut être fait pour vous. Donc n'hésitez pas à venir découvrir les laboratoires de recherche, à discuter comme dans un événement comme celui d'aujourd'hui avec des doctorants ou des chercheurs, pour découvrir ce milieu et pour contribuer à l'amélioration de nos connaissances et à diminuer un petit peu cette partie immergée de l'iceberg. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je terminerai donc sur ces belles images de fluorescence qui ont été prises par une étudiante de mon laboratoire. Dans cette image, vous reconnaissez des noyaux de cellules endommagés, et puis ici les chromosomes en rose. Maintenant, vous savez ce que c'est, vous savez que vous avez ça à l'intérieur de vos cellules. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez.
Alors, je crois qu'il y a des gens qui se baladent dans la salle avec des micros, et si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation qui était très intéressante. J'aurais deux petites questions sur les organoïdes que vous avez présentés. La première, c'est est-ce que vous pensez dans le futur qu'il y aura une possibilité de reconstruire des organes entiers pour des greffes ou des remplacements d'organes chez des patients qui en auraient besoin? Et la deuxième, c'est pour avoir cette organisation tissulaire à partir de cellules simples, est-ce que les cellules le font automatiquement d'elles-mêmes ou est-ce que vous devez induire cette organisation par des messages ou des transmetteurs? Alors en fait, je vais répondre d'abord à la deuxième partie de la question. Donc effectivement, les cellules ont la capacité à s'auto-organiser comme elles le font dans l'organe, avec différents types cellulaires, mais il faut pour ça les cultiver dans des milieux adéquats. Donc il faut des protocoles de culture quand même bien déterminés pour arriver à passer des cellules isolées à des organoïdes. Néanmoins, il y a quand même une capacité d'auto-organisation, comme je le disais. Et après, les applications dans la médecine régénérative pour reconstituer des organes entiers, on n'en est pas là. Enfin, je pense que pour l'instant, ça serait déjà pas mal si on pouvait reconstituer des parties d'organes, mais c'est vraiment l'objectif, parce que le panel d'application de ce type de modèle est multiple. C'est ce que j'avais illustré sur la diapo. La médecine régénérative en fait partie, mais comme dans tous les domaines de la recherche, on a des objectifs à court terme et des objectifs à très très long terme, et ça fait partie des objectifs plutôt à long terme de l'utilisation des organoïdes. À nouveau, je veux vous remercier pour cette conférence très intéressante. Est-ce que vous pourriez développer un peu sur le passage des cellules œufs aux cellules spécialisées? Comment se passe justement cette spécialisation qui permet du coup une grande diversité à partir pourtant de conditions similaires pour toutes les premières cellules primitives? Donc effectivement, dans les cellules œufs, vous avez une partie du génome qui est exprimée, et ensuite vous avez un processus qu'on appelle un processus de différenciation, c'est-à-dire qu'à partir d'une cellule œuf, d'abord elle va se multiplier, vous allez obtenir de nombreuses cellules dans l'embryon, mais celles-ci vont avoir des destins différents parce qu'elles passent par ce processus de différenciation. Et la différenciation, c'est quoi? C'est en fait l'expression sélective de certains gènes. Donc en fait, on ne va pas lire l'intégralité du génome dans toutes les cellules, on ne va pas le lire de la même façon, parce que justement, il y a des modifications qui vont être apportées sur l'épigénome et qui vont conditionner la façon pour chaque cellule d'interpréter son information génétique. Donc, dans toutes les cellules de l'organisme, vous allez exprimer certains gènes pour les protéines architecturales de la cellule, ça sera les mêmes partout, mais vous allez aussi, lors du processus de différenciation, sélectionner certains gènes qui vont s'exprimer spécifiquement dans certaines cellules et pas dans d'autres. Donc il y a des gènes qui vont s'allumer, si vous voulez, d'autres qui vont s'éteindre, et donc vous allez produire certaines protéines et arrêter de produire d'autres protéines qui étaient spécifiques de la cellule œuf ou des cellules souches. Donc c'est pour ça que vous arrivez à avoir des protéines de contraction musculaire, par exemple, qui sont exprimées uniquement dans les muscles et qui ne sont pas exprimées dans tous les autres types cellulaires. Donc c'est par un processus, si vous voulez, d'allumage-extinction de certaines parties du génome, et ça c'est conditionné par la position de modification dans notre épigénome lors du processus de différenciation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Okay. Merci pour votre présentation. Tout d'abord, j'avais juste une question un peu plus sur le métier de chercheur ou de chercheuse. C'est quoi pour vous les plus grandes libertés, les plus grands avantages du métier et peut-être plus les contraintes en fait liées au métier de chercheur? Je dirais l'un des plus grands avantages, c'est justement la liberté. Enfin, je veux dire, moi je travaille dans la recherche publique, en recherche fondamentale, je travaille sur ce que je veux, sur ce qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup de métiers
dans lesquels on a une telle liberté en fait. Je travaille sur ce qui m'intéresse le plus. Donc évidemment, il faut faire des demandes de financement, il faut convaincre d'autres personnes que les questions qui vous intéressent sont intéressantes pour d'autres, mais c'est cette liberté, je dirais, qui est la caractéristique principale. Et après, c'est pour des gens curieux, des gens qui essayent de comprendre, c'est formidable, parce que je veux dire, il n'y aura pas un jour comme un autre. Bon, ça peut faire partie des critères négatifs aussi, parce que rien n'est établi. Par définition, on recherche, on développe des nouvelles techniques, donc ça ne va pas marcher du premier coup. Souvent, il faut essayer plusieurs fois, il faut modifier certains paramètres, donc ça peut paraître long, mais du coup, il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Il y a énormément d'interactions avec des gens de multiples horizons, donc ça, je trouve ça assez enrichissant, en fait. Et je dirais que... Moi, peut-être je suis biaisée, je ne vois pas vraiment d'aspect négatif. Si peut-être on ne reçoit pas beaucoup d'argent, donc c'est un petit peu difficile parfois de pouvoir faire les recherches qui seraient à la hauteur de nos ambitions. On ne peut pas dire que la France soit un pays qui jusqu'à présent ait énormément soutenu la recherche, malheureusement. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Mais ça c'est un peu compliqué parce que tout ce que je vous ai présenté, ça coûte très cher. Je veux dire, par exemple, un microscope qui prend toute une pièce, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Des lignées cellulaires sur lesquelles on travaille, ça coûte des centaines d'euros. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup d'argent en fait. Et donc ça c'est un des problèmes. On est un peu limité par ça. Mais sinon, je veux dire... la passion, la liberté et le caractère vraiment changeant tous les jours, c'est ce qui fait partie des atouts principaux de ce métier pour moi. Il y a une autre question derrière, en fait. C'est encore moi. Je voulais revenir sur une question par rapport au métier de chercheur. On a tous vu pendant la pandémie que le métier de la recherche spécifiquement médicale en plus de ça, était soumise à beaucoup de contraintes. Est-ce que vous pensez que pour vous qui travaillez sur des cellules cancéreuses, donc peut-être des recherches un peu plus cachées au niveau du public, est-ce que vous pensez que la pandémie et la crise scientifique qui a accompagné tout ça a impacté d'une manière ou d'une autre la manière dont vous travaillez, dont vous communiquez, dont vous menez vos recherches ou ce genre de choses ? Alors ça a impacté, déjà, je pense que ça a eu un effet positif, entre guillemets, parce que ça a exposé l'importance de la recherche au grand public. Je veux dire, la recherche sur le Covid, en l'occurrence, les vaccins qui en ont découlé, les médicaments peut-être ensuite pour soigner cette maladie, tout ça, c'est pas tombé du ciel, c'est venu de la recherche, de dizaines d'années de recherche qui ont précédé les années Covid. Donc je pense que ça a mis en lumière l'importance de ce travail, qui est un travail de fond, qui est un travail au long cours, mais qui est un travail essentiel et pour lequel on ne peut pas forcément prédire quelles seront les applications dans 10-20 ans. C'est pour ça que dans le métier de chercheur, il faut être très ouvert d'esprit, parce que ce qu'on découvre aujourd'hui, on va pouvoir l'appliquer de façon complètement différente dans 10-20 ans si on réattribue les choses correctement. Donc c'est l'histoire de l'ARN messager et les vaccins Covid, par exemple. Donc ça, c'est l'avantage de la pandémie, si on peut dire. Après, sinon, les désavantages, je veux dire, on a tous subi la même chose. On a eu des laboratoires fermés, on n'a pas pu travailler. Donc ça nous a fait réfléchir différemment, réfléchir à travailler plus en équipe à distance et à développer de nouveaux outils pour peut-être travailler plus en bioinformatique. On peut travailler de chez soi et on n'a pas besoin d'aller faire des expériences au laboratoire. Donc c'est peut-être une manière un petit peu différente de travailler. Mais je pense que l'intérêt principal de cette pandémie, c'est que ça a ouvert les yeux du grand public sur l'importance de la recherche. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais juste revenir sur la question sur la pandémie. Est-ce que vous, dans votre laboratoire, j'ai vu que vous aviez beaucoup de femmes dans votre équipe, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi dans votre labo un constat de femmes qui, pendant la pandémie, en tout cas au début, ont eu une baisse dans le nombre de productions, de publications scientifiques par rapport aux hommes ou pas ?
Parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'elles ont des contraintes de femmes, c'est ça? Exactement, Oui. oui. Donc en fait, on a essayé de pallier à ça. Donc, je fais partie de différents... Enfin, je bénéficie de différents types de programmes de recherche, dont un programme au niveau européen qui nous a beaucoup soutenus au cours de la pandémie et qui proposait des aides justement pour pallier aux différents problèmes qu'on pouvait rencontrer lors de la pandémie. Et un des problèmes a été, par exemple, le problème de garde d'enfants. Et donc, ils donnaient des aides pour payer des babysitters au personnel de mon équipe, qu'il soit féminin ou masculin d'ailleurs. Hein. Et donc, on en a bénéficié. Donc après, je dirais du coup que les femmes n'ont pas forcément souffert beaucoup plus que les hommes de cette pandémie, mais parce qu'on a utilisé les leviers qui étaient à notre disposition pour les aider. Et justement, être une femme dans le milieu de la recherche, c'est pas du tout un désavantage, puisque comme on a cette liberté, on a la liberté de choisir notre sujet de recherche, mais aussi on a une liberté d'horaire que vous n'avez pas forcément dans d'autres métiers. Et donc ça veut dire que vous pouvez adapter vos horaires de travail à votre vie familiale, et donc ça c'est important de le savoir aussi. Bonjour. Oui. Merci d'abord pour votre présentation. Je voulais savoir, au vu de votre poste, est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui qu'en France, on est un pays qui met beaucoup de moyens pour la recherche? Et est-ce que vous trouvez que d'autres pays vont être plus attirants pour votre domaine de façon spécifique? Alors si je compare à d'autres pays d'Europe, la France, c'est pas un très très bon élève, quoi. On va dire, j'ai des collègues qui travaillent en Allemagne, qui travaillent au Danemark, par exemple, en Suisse. Ils sont beaucoup mieux soutenus financièrement au niveau national que nous ne le sommes en France. Après, il y a d'autres pays où ça ne se passe pas très bien non plus, des pays du sud de l'Europe comme l'Italie, l'Espagne. Je dirais que c'est peut-être pire que chez nous et on récupère pas mal d'étudiants de ces pays-là, ou la Grèce par exemple. Mais après, on a la chance de faire partie de l'Europe aussi, donc ça c'est important de le souligner, et l'Europe finance très bien la recherche, sauf qu'elle ne finance pas énormément de projets, donc c'est assez sélectif d'obtenir des financements européens, mais il y a un facteur 5 à 10 en termes de financement par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau national. Donc il faut savoir que voilà, la France n'est pas très généreuse. On n'a pas beaucoup de financement pour la recherche, ça c'est sûr. Donc moi, mon laboratoire tourne principalement sur des financements européens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question parce que ce matin, on a eu une présentation sur les volcans et il y avait un petit bilan de la proportion de femmes dans le domaine. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est en biologie et dans votre domaine. Alors en biologie, je dirais que nous, on est sans doute plus biaisés en faveur des femmes. Je ne sais pas si c'est la thématique, mais il n'y a pas vraiment de déficit de femmes. Peut-être que plus vous montez dans les échelons, enfin à des postes plus de direction, vous trouvez peut-être moins de femmes. Mais par exemple, dans le centre de recherche dans lequel je travaille, il est co-dirigé par 2 femmes chercheuses. Il y a autant de femmes directrices de laboratoires de recherche que d'hommes. Donc c'est vraiment pas un milieu dans lequel on se sent isolé en tant que femme. Mais c'est vrai que par exemple, au niveau ingénieur de recherche, j'aurai énormément de candidatures féminines, alors qu'au niveau post-doctorant, ça va déjà être plus équilibré entre les femmes et les hommes. Donc ça dépend du niveau auquel on regarde. Mais être une femme, moi, ça n'a jamais été un frein. J'ai eu beaucoup d'excellentes femmes scientifiques comme modèles dans mon domaine, aussi bien en France qu'ailleurs en Europe. Et ça, c'est très inspirant. Et du coup, vous vous sentez à votre place. Okay. Merci à tous pour votre participation et bonne suite de congrès.